Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour traiter du chapitre sur l'étude de fonctions. C'est parti. Donc tout d'abord, on va aborder la notion de continuité, soit f est une fonction définie dans le domaine i et à valeur dans R. Et bien, si on prend a qui appartient à i, et bien f est continu en a lorsque la limite de f de x, lorsque x tend vers a, et bien est égale à f de a. Et aussi, on a la définition suivante, si f est continu sur i, et bien elle l'est en tout point de i. Ensuite, pour la notion de limite, donc soit f est une fonction définie dans i et toujours et à valeur dans R et qui est continue sur l'intervalle i, soit c est la courbe représentative de f. Et si on prend a qui est une extrémité si on prend a un réel qui est une extrémité ouverte réelle de i, donc quand je veux dire extrémité réelle de i, c'est-à-dire que on peut écrire a comme ça, b par exemple ici, comme ça, et ça c'est égal à i. Donc c'est ça que je veux dire très concrètement, intervalle ouvert ici. Et donc lorsque l'on fait tendre f de x vers a, et bien si c'est égal à L qui est un réel, et bien f est dite prolongeable par continuité au point d'abscisse a, et le domaine de continuité sera AB, cette fois-ci avec A une extrémité fermée. Et par contre le domaine de définition ne change pas. Le domaine de continuité est différent de celui du domaine de définition. Si limite de f de x lorsque x tend vers a est égale à plus ou moins l'infini, la droite d'équation x qui est égale à a est asymptote verticale en a à la courbe représentative de f. Donc voilà, vous avez un petit exemple ici. Donc voilà, ça se trouve très facilement sur un tableau de signes, un tableau de relation. Donc ça se comprend assez bien. Et petit a, c'est une valeur interdite. On va mettre les deux barres comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Ensuite, donc, on continue avec les limites. C'est plus ou moins l'infini est une extrémité ouverte de i. Eh bien, si la limite de f de x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini est égale à L, donc un réel qui appartient à R, on dit que la droite d'équation y est égale à L, cette fois-ci, eh bien, elle a l'asymptote horizontale en plus ou moins l'infini à la courbe représentative de f. Comme vous pouvez le voir ici, y est égal à L, donc là, une courbe, lorsque l'on fait tendre cette courbe-là vers plus l'infini, par exemple, sa limite c'est 1, eh bien, on peut représenter son asymptote par la droite d'équation y est égal à 1. Donc voilà, rien de très compliqué pour le moment, on continue. Ensuite, les fonctions monotones. Donc une fonction, elle est dite monotone si elle est croissante ou décroissante. Donc c'est des rappels pour le moment, mais c'est important de... On a mis en rouge tout le vocabulaire qui est important à retenir, parce qu'en colle, ça se paye cash. Je veux dire, une mauvaise utilisation du vocabulaire, c'est pas bon, quoi. Et elle est dite strictement monotone si elle est strictement croissante ou strictement décroissante. Donc soit f, une fonction définie dans i et à valeur dans R. Une fonction est croissante sur i lorsque pour tout x1 et x2 qui appartient à i, bien si x1 est inférieur ou égal à x2, alors f de x1 est inférieur ou égal à f de x2. Donc ça se comprend assez bien si elle est croissante. Pareil pour si elle est décroissante, si on applique f cette fois-ci, par contre, l'inégalité va changer par rapport à celle-ci. Donc voilà, il faut bien comprendre ce que l'on manipule. Lorsqu'on applique des fonctions, eh bien, il faut faire attention à si elle est croissante, décroissante ou même dans le domaine dans lequel on travaille, si ça se trouve, elle va être croissante à un moment donné et décroissante. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué à évaluer l'inégalité. Donc il faut faire très attention, quoi. Donc pareil ici, pour strictement croissante, sauf que cette fois-ci, c'est juste inférieur ou supérieur. Il n'y a plus de égal. Et pareil pour strictement décroissante. Donc voilà, donc c'est assez intuitif, ça se comprend bien. Mais voilà, il faut se poser dessus et bien comprendre les concepts, et surtout en exercice, lorsque vous appliquez des fonctions à une inégalité, eh bien il faut savoir ce que vous manipulez surtout. Ensuite, un théorème, soit f, une fonction définie dans i et à valeur dans R, une fonction dérivable sur i. F est croissante sur i si et seulement si f' est supérieur ou égal à 0. F est décroissante sur i si et seulement si f' inférieur ou égal à 0. Et f est constante sur i si et seulement si f' est égal à 0. Donc j'ai représenté un petit dessin pour bien comprendre le premier cas ici, mais vous pouvez essayer de faire un dessin aussi pour bien comprendre le deuxième et le troisième cas. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et donc pour ce dessin-là, j'ai représenté la courbe représentative de f et la droite d'équation et la tangente à la courbe au point A. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la droite d'équation ici, la tangente à la courbe au point A, elle donne la tendance de la courbe f. Eh bien, si on a une pente positive pour notre tangente, eh bien, ça veut dire que la courbe f croît. Mais par contre, si la pente, par exemple, elle est négative, eh bien, ça veut dire que la courbe décroît. Et si la pente est nulle,
Et si la pente est nulle, donc c'est-à-dire une droite horizontale, eh bien f elle est constante. Eh bien, c'est à travers l'étude de la tangente, en fait, on peut connaître en fait la tendance de la courbe à croître, à décroître ou à rester constante. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, un deuxième théorème, donc soit f une fonction définie dans i et à valeur dans r, une fonction dérivable sur i. Donc si f' est supérieur à 0, alors f est strictement croissante sur i, et si f' est inférieur à 0, alors f est strictement décroissante sur i. Donc voilà, il faut bien le comprendre ça, et il faut bien le maîtriser. Et ça, là où vous le retrouvez en fait, tout ça, c'est lorsque vous étudiez, lorsque vous faites des tableaux de signes, des tableaux de variation. Eh bien, c'est vraiment très important c'est ça en fait qui vous permet de remplir le tableau de signes, le tableau de variation, quoi. Pour le théorème des valeurs intermédiaires, soit A et B des réels tels que A inférieur à B et F défini dans le domaine AB fermé, la valeur dans R et qui est une fonction continue dans l'intervalle AB fermé de R. Donc pour tout cas qui appartient à l'intervalle f de A, f de B, il existe C qui appartient à AB tel que f de C est égal à K. Donc ce qu'il faut comprendre ici, donc on vous a fait un petit dessin ici, voilà. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le C en fait représente les points d'intersection entre la droite f de x qui est égale à K, f de x qui est égal à K, et la courbe représentative de f. Et donc là, ici, pour chaque point d'intersection, c'est des petits c. Donc on peut les appeler c, c', c''. Très clairement, ce qui montre ce théorème-là, c'est que pour passer de f de A à f de B, eh bien, il faut obligatoirement que la courbe elle va passer par tous les réels, en fait, compris entre f de A et f de B. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, quoi. Et qu'elle est obligée de passer par les valeurs comprises entre f de A et f de B au moins une fois. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas et on passe à la suite. Donc maintenant le corollaire, on l'a déjà vu dans un chapitre précédent, soit A et B des réels tels que A inférieur à B, F compris dans le domaine AB dans R, strictement monotone et continu sur AB. Alors, pour tout cas qui appartient entre f de A et f de B, il existe C qui appartient à AB unique, cette fois-ci, tel que f de C est égal à K. Donc ça se comprend bien parce que si elle est strictement monotone, c'est-à-dire qu'elle est croissante, donc elle va passer qu'une seule fois par toutes les valeurs comprises entre f de A et f de B. Et donc ça donne du sens en fait à ce corollaire. Donc voilà, donc si vous n'arrivez pas à comprendre, n'hésitez pas à nous le dire. Maintenant on va parler des extrémas d'une fonction. Donc un extrémum des extrémas, hein. Attention. Hein. Donc soit f défini dans le domaine i et à valeur dans R, une fonction possède un maximum en a qui appartient à i, si pour tout x qui appartient à i, f de x est inférieur ou égal à f de a. Donc c'est-à-dire que là, pour toute la fonction, elle est définie entre moins 3 et 2 par exemple, eh bien en moins 2, donc le maximum de f se situe en moins 2 et le minimum de f se situe en 1. Donc voilà, c'est une définition analogue ici pour le minimum. Donc voilà, rien de très compliqué pour le moment. Donc toujours les extrémas d'une fonction, soit f, une fonction définie dans i et à valeur dans R, et a qui appartient à i. Si f est croissante sur i, intersection moins l'infini a, et décroissante sur i, intersection a plus l'infini, alors f admet un maximum en a. Donc ce qu'il faut que vous compreniez ici, c'est vrai que ça peut paraître un peu barbare ces définitions-là, mais concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, quoi. C'est juste ça. Ouais, avec ce dessin-là, vous comprenez cette phrase-là. Pareil pour ça, sauf que cette fois-ci, c'est pas une parabole ascendante, parabole descendante. C'est tout. Rien de très compliqué, avec petit a qui est situé ici, donc au minimum, ou petit a ici qui est situé au maximum. Là, ici, c'est croissant pour ce cas-là, et de l'autre côté à droite, c'est décroissant. Donc, rien de très compliqué. Et là, c'est l'inverse, vu que c'est un minimum. Donc, voilà, rien de très surprenant pour le moment. Ensuite, on va passer à la dérivation d'une fonction. Ça, c'est très important. Soit f, une fonction définie dans i, et à valeur dans R. Et on dit que f est dérivable au point A lorsque le taux de variation de f au point A possède une limite finie au point A. Donc, on a déjà vu le taux de variation, et on avait expliqué ce que c'est. Et comment on définit le dérivé et la dérivée ? On l'a défini à l'aide du taux de variation. Ce nombre-là, on va l'appeler le nombre dérivé de f en A. Toujours très important le vocabulaire. Donc maintenant, un théorème, dérivabilité, soit f, une fonction définie dans i et à valeur dans R. Si f est dérivable au point A, alors f est continu au point A. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le domaine de définition, le domaine de continuité est toujours plus grand ou pareil que le domaine de dérivabilité. Attention. Et donc la réciproque est fausse. Soit f, une fonction définie dans i et à valeur dans R, est dérivable au point A. Alors la droite d'équation
réduite y est égale à mx plus p est appelée la droite tangente à la courbe représentative de f au point A d'abscisse petit a et d'ordonnée f de petit a. Et je vous donne ici la droite d'équation de la tangente. Donc, en commentaire sur une vidéo précédente, on m'avait posé la question j'avais posé la question sur le chapitre exponentiel et logarithme. J'avais demandé à ce que l'on me trouve la droite d'équation en 1 du logarithme. Il y a des personnes qui l'ont trouvé déjà, bravo. Mais je leur avais posé la question de la démonstration. Et ils n'avaient pas su me répondre, donc je leur ai donné la réponse. Donc si vous voulez savoir comment on retrouve cette équation, eh bien n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur l'exponentielle et le logarithme. La fonction qui a tout x qui appartient à i associe le nombre dérivé de f en x, eh bien c'est la fonction dérivée de f. On la note f' de i dans r. Voilà. Donc là c'est juste la notation, mais il faut bien comprendre ça, quoi. Je veux dire, faut bien utiliser les bons termes, les bonnes notations à l'écrit. C'est très important cette rigueur-là. C'est là qu'on va vous donner de la crédibilité ou pas. Ensuite, donc sur plusieurs diapos, j'ai mis quelques tableaux très importants à maîtriser. Donc soit U et V qui sont définis dans I et à valeur dans R, et lambda qui appartient à R. On suppose que U et V sont dérivables dans I. Alors, donc là maintenant, bon, c'est très proche de ce qu'on avait vu avec les limites, sauf que cette fois-ci c'est les dérivés, ou encore avec ce qu'on avait vu dans le premier chapitre avec les réels, les puissances et tout. Donc là voilà, c'est à vous de, voilà, faut que ça devienne normal, faut que ça soit rapide, il n'y a même pas de réflexion à avoir, là ça doit être automatique. Ensuite, donc la dérivation d'une fonction composée, ça c'est intéressant. Donc, soit f, une fonction définie dans j à valeur dans r, et u, une fonction définie dans i à valeur dans r, telle que x qui appartient à i et u de x qui appartient à j. On note alors f rond u, la composée f rond u, pour un x donné. Lorsque l'on applique f de u de x, eh bien, on applique directement, en fait, on applique les deux fonctions. Donc, en premier lieu, on applique u, et ensuite, on va appliquer f. Donc, en premier lieu, on va appliquer à x u, puis par la suite, on va appliquer la fonction f. Et on suppose que f est dérivable dans j et u dans i. Alors, f rond u est dérivable et pour tout x qui appartient à i, eh bien, lorsque vous avez la dérivée d'une composition comme ça à faire, eh bien, vous faites la dérivée de f' de u de x fois u' de x. Donc, un exemple de ça, on a vu dans le chapitre exponentiel logarithme, une dérivation d'une fonction composée, donc c'était avec l'exponentielle et le logarithme. Donc c'est de bons exemples pour bien comprendre ce qu'est qu'une fonction composée et sa dérivée. Donc conférez à la vidéo exponentielle et logarithme. Donc c'est vraiment cette vidéo sur l'exponentielle et le logarithme, c'était vraiment une bonne première approche pour aborder ce chapitre-là. Ensuite, donc dérivation d'ordre supérieur, soit f une fonction définie dans i à valeur dans r. Et on convient que f est 0 fois dérivable et que f, donc de 0, je dis f de 0, mais ça ne veut pas dire f de 0, ça veut juste dire qu'on a dérivé 0 fois f, et bien il est égal à f. Bah oui, vous avez pas dérivé concrètement. Et si cette fois-ci on prend n qui appartient à n étoile, on dit que f est n fois dérivable dans i si f est n-1 fois dérivable dans i, et f de n-1 est dérivable dans i. Et donc de ce cas, on note f de n est égal à f de n-1 prime. Donc, c'est-à-dire que si vous dérivez f de n-1, eh bien, c'est égal à f de n. Donc, elle peut paraître un peu contre-intuitive. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez surtout pas. On continue. Donc, encore une fois, un tableau, donc des dérivés usuels. Alors là, il n'y a pas de questions à se poser. Il faut vraiment bien les connaître par cœur. C'est très important. Mais vous remarquerez que si vous connaissez la fonction de dérivée composée, les fonctions, les dérivés de produit, les dérivés de division, eh bien vous en retrouvez plusieurs de formules ici. Donc voilà, donc c'est à vous de bien trouver les moyens mémotechniques pour apprendre très rapidement et assimiler très rapidement toutes ces dérivées. La dérivation de fonctions composées, donc ça aussi, ça se retrouve facilement avec les dérivés de produits, dérivés de division. Donc voilà quoi. Mais il faut bien maîtriser tout ça, c'est le B à bas en prépa. C'est hyper utile. Encore une fois, un tableau pour que vous puissiez vraiment, histoire que ça soit vraiment très complet ce cours. Donc voilà, deux petits exercices, donc deux études de fonctions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.
Donc le chapitre est un peu long, mais n'est pas très compliqué. Il y a surtout beaucoup de définitions, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus simple. Vous allez le voir en réalisant les exercices. Donc voilà, donc faites ces exercices-là, ça va bien vous entraîner, c'est vraiment très utile pour vous. Et nous, on se dit à très bientôt pour la correction d'exercices sur l'étude de fonction. À plus!